bienvenue à tous. Je suis Sébastien Marquand et je vais être avec vous sur cette fin de matinée pour ce tutoriel consacré au nouveau modèle économique ou aux transitions de modèle économique. Alors, faut juste que... Oups. Voilà. La question sur laquelle nous allons plancher ce matin, c'est les clés pour réussir ces transitions vers des modèles économiques durables. Et cette question, pour l'introduire, je vais vous dire un petit mot sur l'origine d'Imatera, qui est une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, qui a été créée en 2014 par une poignée de dirigeants en région PACA, qui, et certains d'entre vous vont se reconnaître dans leur... peut-être dans leur portrait, avaient trois caractéristiques. La première, c'est qu'ils étaient assez portés par l'innovation. La seconde, c'est qu'ils avaient une sensibilité RSE déjà assez avancée pour l'époque. Et enfin, la troisième, c'est qu'ils n'avaient pas envie d'avancer seuls. Et c'est pour cette raison qu'ils étaient déjà réunis dans un petit collectif de dirigeants d'entreprise, en fait. Et quand ils ont déjà à l'époque questionné les limites planétaires, l'impact de leur modèle économique, de leurs activités sur les ressources, ils ont vu qu'un certain nombre d'actions étaient possibles, assez accessibles, mais que ça ne suffirait peut-être pas. Et que du coup, la question de leur modèle économique se posait. Pourquoi elle se posait ? Tout simplement puisqu'ils étaient dans cette contrainte de devoir toujours produire plus pour espérer perdurer, pour espérer pérenniser, voire développer leur entreprise. Et on a beau produire le plus propre possible, limiter, questionner l'éco-conception, les matières premières, etc. Néanmoins, il reste toujours, dès qu'on produit, qu'on met en marché, il reste toujours des impacts résiduels, plus ou moins importants. En fait. Et cette question des modèles volumiques, on sait qu'aujourd'hui, elle épuise les ressources, naturelles, mais aussi bien sûr les ressources des hommes et des femmes qui sont contraints dans ce cercle vicieux de faire souvent toujours plus vite, moins cher, encore et encore. Et c'est à ce moment-là que ces dirigeants ont rencontré une démarche qui existe depuis une bonne vingtaine d'années, notamment en Allemagne, qui s'appelle l'EFC, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et c'est aujourd'hui un pilier important de l'économie circulaire, qui est donc reconnu notamment par l'ADEME et les différents organismes qui travaillent sur ces sujets du développement durable. Alors on va, au travers de deux exemples, regarder ensemble ce matin comment on peut questionner son modèle et comment ça se passe et à quoi on peut arriver. Il y a un principe assez simple. Le concept de clé de l'économie de la fonctionnalité, c'est de dépasser la vente d'un produit, voire d'un service, pour proposer sa fonctionnalité, notamment les bénéfices qu'on aurait à mieux utiliser un produit ou un service quand on va rentrer en coopération véritablement avec son client. Alors prenons un premier exemple très local avec l'entreprise Caessia qui n'est pas très loin d'ici, dont le métier est de produire et de distribuer des vérins pneumatiques. Alors, les vérins pneumatiques, c'est un bras actionneur, en général sur des chaînes industrielles, qui vont faire fonctionner les outils industriels. Et cette entreprise, qui s'était différenciée il y a quelques années par sa rapidité d'exécution, c'est-à-dire que si avant midi, vous êtes en panne d'un vérin, vous passez commande, et demain matin, pour 9h, il aura été reconstruit, relivré. Donc ça a marché très bien il y a 7-8 ans, sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui fait ça. Il y a une concurrence étrangère qui arrive et l'entreprise a perdu sa différenciation.
Deuxième élément, c'est dirigé par Betty Bolland, qui a une sensibilité aussi environnementale assez forte et qui dit en fait, on travaille comme des ouf dans notre boîte parce que nos vérins, sur notre marché, sur le marché du vérin, aucun n'est éco-conçu, donc pas recyclable et donc encore moins recyclé, quoi. Et on connaît très peu l'usage, la bonne durée de vie de ces vérins. Et en général, les clients, les industriels, ils le considèrent comme du jetable. Et tous les 6 mois, ils font une maintenance sauvage. On va changer toute une ligne de vérins. Donc ça part direct à la benne. Il n'y a pas de circuit de recyclage, quoi. Donc à un moment donné, avec cette sensibilité RSE, quand Betty a refait son usine, a mis des panneaux photovoltaïques, a changé les gobelets en plastique pour les gobelets en carton, enfin tous les gestes, les premiers gestes de la RSE, et quand elle questionne un petit peu son modèle, elle dit là j'ai un levier d'impact qui est quand même largement plus conséquent. Oui, mais alors comment on fait ? Comment on fait pour passer de la vente d'un vérin à la vente d'un système plus vertueux ? Une des premières choses qu'on va accompagner avec le collectif Imatera, c'est à questionner la raison d'être. C'est-à-dire que j'étais un fabricant de vérins, et ben la raison d'être, c'est les véritables effets que je cherche à générer dans mon écosystème, et ben c'est d'assurer le bon fonctionnement, le fonctionnement optimal de toute situation de solution de mise en mouvement et dans tout type d'environnement, même les plus sensibles, et cela par un partenariat dynamique, quoi. Et vous voyez qu'il n'y a plus le mot vérin, c'est-à-dire que cette mise en mouvement, elle n'est plus complètement corrélée et dépendante du produit. La deuxième étape, ça a été de questionner en fait au centre les enjeux communs. Et si vous voulez retenir qu'une chose de cette présentation, retenez ça, c'est comment on dépasse la demande du client pour aller questionner réellement les enjeux du client, mais les enjeux de l'écosystème concerné par le produit qu'on va vendre, quoi. Et du coup, l'entreprise elle a questionné ses prestataires, ses fournisseurs. Elle a travaillé aussi avec les fabricants sur lesquels ces vérins sont installés. Et puis elle s'est dit, alors, je vais chercher une solution pour ne plus vendre mes vérins, mais les mettre à disposition. Je vais donc être responsable de mon produit jusqu'à sa fin de vie et son retraitement. Donc du coup, en amont, ici, je peux m'investir beaucoup plus. Et puis, je vais aussi pouvoir former les équipes de mes clients sur la bonne maintenance, parce que ça sera du gagnant-gagnant. Plus ça va durer longtemps, et plus ce sera favorable pour mon business model, mais aussi pour mon client, qui lui va être pas perturbé dans sa production, qui va réduire ses coûts de SAV, qui va améliorer aussi ses impacts environnementaux. Alors ça marche. Si KSIA fait tous ces efforts-là, ça fonctionne, à une condition, c'est que je ne vende plus de vérin. Donc, ça interroge ici ce qu'on appelle une innovation contractuelle, c'est-à-dire qu'on doit trouver une autre forme de contrat qui n'est plus « je te vends un produit à l'unité », mais je te vends tous les bénéfices que l'on va co-construire ensemble dans une relation différente, dans une relation intelligente. Donc la transition business model passe avant tout par une innovation relationnelle. On doit apprendre à se parler autrement, on doit apprendre à coopérer. C'est facile à dire, c'est parfois un peu moins évident à mettre en œuvre quand en face vous avez une batterie d'acheteurs aux dents longues formés à faire baisser les coûts au plus bas. Donc c'est là, à un moment donné, qu'il faut ouvrir des espaces d'expérimentation. Un deuxième exemple, dans une entreprise, j'allais dire un peu plus grande, quoique, on a travaillé avec une équipe de 3 personnes chez Decathlon et notamment dans la BU Between, qui avait un projet zéro casque jeté parce qu'ils constataient que beaucoup de casques finissaient à la poubelle, trop petits, fendus, etc. Et ils n'étaient pas non plus recyclables, donc pas recyclés, quoi. Et ils sont venus nous chercher, nous Imatera, pour dire « aidez-nous à trouver le modèle économique du casque ». Alors on a mis en route notre raisonnement habituel, on dit « ok, mais pourquoi un casque ? Quels sont les effets ?»
eh ben, on cherche à protéger les gens. Oui, mais est-ce que ça protège de tout un casque? Bah non, quand tu te prends un bus, ça ne protège pas, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui fait que les gens seraient plus en sécurité? Et ben, en fait, il faudrait qu'il y ait plus de vélos. Parce qu'aujourd'hui, le problème encore, même si ça change bien et vite, c'est qu'il y a dans la circulation, il y a beaucoup plus de véhicules motorisés que de vélos, en fait, quoi. Donc, on a questionné ça avec l'équipe de Decathlon. On a réinterrogé aussi la raison d'être chapeau du groupe Decathlon, qui est du coup de rendre rendre durablement les plaisirs et les bienfaits de la pratique de sport accessibles au plus grand nombre. Et donc, on a questionné les bienfaits du vélo et le côté plus grand nombre. Et là, on a ce qui était assez nouveau pour Decathlon, qui est dans les grandes entreprises, souvent, il y a plein de services. On fait tout ça, notre popote, à la maison. On internalise beaucoup de choses. Et en fait, il y avait un certain nombre d'acteurs à l'échelle de la métropole lilloise qui étaient aussi intéressés, comme Decathlon, à développer en fait un projet incitatif à la mobilité douce, à la transition de mobilité, en fait, quoi. Et du coup, là, il y a un enseignement intéressant aussi de cet exemple-là, c'est que probablement dans vos entreprises, dans votre écosystème, il y a un certain nombre d'acteurs qui auraient envie de répondre à des enjeux forts de leur territoire, de leur écosystème, avec qui vous n'avez peut-être pas encore l'habitude de discuter. Et que vous soyez le plus petit de l'écosystème ou le plus grand, allez les voir, dites-leur, et il y a un enjeu là, ça ne vous dirait pas qu'on s'en occupe ensemble. Et ben ici, chez Decathlon notamment, ça a intéressé des assureurs de se dire, plus il y aura des gens à prendre leur vélo, plus ce sera sécure. Il y a des mutuelles, parce qu'on sait que si on fait un quart d'heure de vélo matin et soir, on sera en meilleure santé. Il y a des réseaux de dirigeants, il y a la métropole lilloise. En fait, au final, une dizaine d'acteurs ont souhaité, avec Decathlon, développer ce projet de mobilité douce, quoi. Il y a une nouvelle raison d'être du projet qui a été écrite. Et puis, on s'est fixé des objectifs en termes d'efficience environnementale, monétaire et sociale, traduite par des gains financiers pour les habitants de la métropole lilloise qui allaient laisser une de leurs deux voitures éventuellement au garage, voire la revendre pour passer au vélo, des gains en termes de réduction de CO2 et des points de vie concernant une meilleure santé grâce à la pratique du sport. Cela a donc aussi donné naissance à une nouvelle offre. Je vous rappelle qu'au départ, ils voulaient juste faire un casque et ils se sont rendus compte qu'en fait, ils pouvaient faire bien plus qu'un casque et que c'était dans une logique de mise à disposition de matériel, de formation aussi des gens qui voulaient emprunter cette mobilité douce, parce qu'entre se balader en famille le dimanche sur le bord du canal et puis traverser une partie de l'île en vélo, c'est pas la même chose, quoi. Et donc, un certain nombre d'applications, une communauté d'acteurs engagés à développer ces mobilités douces, et puis d'autres alternatives aussi au vélo, parce que le jour où il pleut trop, le jour où je ne suis pas en forme, le jour où mon vélo est crevé, je dois avoir d'autres alternatives. Et tout ça est dans la même offre, en fait, quoi. Et puis un suivi d'accompagnement, parce qu'on a tous fait l'expérience que quand on tombe sur un vendeur, parfois on sera bien conseillé, parfois un peu moins bien. Et là, c'est un sujet central. Donc les personnes intéressées par ces offres-là ont un coach dédié avec qui ils peuvent interagir chez Decathlon le long de leur utilisation, quoi. Donc ensuite, il y a eu expérimentation qui donc a permis sur un mois et demi en fait, de vérifier l'intérêt par rapport aux objectifs qui étaient définis préalablement. Alors, je peux vous dire que les 3 personnes de l'équipe projet de chez Decathlon, c'est des hackers. C'est-à-dire que c'est des gens qui se disent, nous, si dans 5 ans, on est encore objectivé à innover et à mettre du plastique made in China partout sur la planète, et longtemps qu'on sera barré, quoi. Donc, ils ont dit, on a intérêt à prouver qu'économiquement, notre truc, il marche, quoi.
Et donc, il y a eu aussi un travail de fait avec les contrôleurs de gestion pour montrer que ce modèle de mise à disposition, au bout de 18 mois, il était intéressant pour Decathlon, mais aussi pour un certain nombre de parties prenantes qui ont participé à la construction de l'offre. Parce qu'une fois que la valeur générée par ces nouvelles offres a été évaluée, il faut arriver dans l'innovation contractuelle à partager les gains avec tous les acteurs qui y ont participé, quoi. Donc cela passe par un développement assez fort de la confiance qui s'instaure lors de la co-construction de ces différentes étapes pour arriver à cela. Alors, de ces deux exemples, je vais extrapoler de manière générale. Je vous ai parlé d'efficience tout à l'heure, environnementale, sociale, monétaire. Nous, on met tout ça sous le sceau de l'efficience économique. Et l'efficience économique, c'est la qualité avec laquelle on va mettre en œuvre la raison d'être de l'entreprise. La qualité au regard des impacts environnementaux, au regard des impacts sociaux qu'on est capable de générer, puis aussi au regard, bien sûr, des impacts monétaires, parce qu'on reste dans un champ économique, un champ d'entreprise, et gagner de l'argent, ça reste important et nécessaire, mais on voit que ça va faire aussi tourner le système, et ça va devenir aussi souvent plutôt un moyen, plutôt qu'une fin, quoi. Et la particularité, c'est qu'ici, on va regarder de manière assez précise l'efficience d'usage, la bonne utilisation de toutes les ressources. Alors, les ressources matérielles, ça paraît évident, quoique, quand on a regardé chez Decathlon, dans les laboratoires d'essai, les machines à 30 000 balles, il y en a pléthore. Quand on questionne le taux d'usage, on voit qu'ils ne sont pas très utilisés. Donc là, il y avait aussi de dire on peut faire de la mutualisation de nos moyens techniques, mais surtout, dans cette entreprise, mais dans toutes vos entreprises, on va surtout regarder le patrimoine immatériel, les connaissances, les informations, le savoir-faire, le savoir-être, la réputation, votre écosystème. Il y a des mines d'or qu'on découvre tous les jours dans les entreprises, qui sont là parfois depuis des générations. On en utilise un petit bout pour faire le business habituel. Et en fait, on peut les remobiliser sur ces enjeux-là, quoi. Donc aujourd'hui, ces questions de transition de business model, en fait, les portes d'entrée vers ça, c'est principalement des valorisations de démarches RSE. C'est des projets d'entreprise à mission, parce qu'on a des engagements forts, parce qu'on peut aller jusqu'à questionner et faire évoluer son modèle économique. Beaucoup aussi liés à des planifications stratégiques. Tiens, le nouveau plan stratégique, là, 2021-2026, est-ce qu'on va le faire comme d'habitude ou peut-être pas, quoi. Peut-être pas, parce que quand même, il y a des choses qui bougent vite là maintenant, donc on va peut-être essayer de le réfléchir autrement en tout cas. Pas mal sur l'innovation produit et services. Les gens qui disent, il y a des champions de l'innovation produit, hein, c'était le cas chez Decathlon, mais par contre, quand on parle d'innovation de mise en marché ou innovation de modèle économique, et là, il y a beaucoup moins de réflexes, beaucoup moins d'habitudes. Et vous avez vu par ces deux exemples que ça pouvait avoir un impact. Des questions de résilience économique. Avec ces approches-là, on ne vous promet pas d'être plus performant, j'entends financièrement. On vous propose de passer. Parfois, il y a beaucoup d'entreprises qui sont à la base très performantes. Et j'en ai encore une hier qui me dit « Ah ouais, mais Sébastien, tu sais, nous, je pense qu'on va faire encore pareil pour notre plan stratégique parce que ça fait le 3e qu'on fait comme ça et on est parmi les plus performants de nos secteurs d'activité. Donc, je ne vois pas pourquoi on changerait, quoi. » Et la proposition ici, c'est de passer de la performance à l'efficience. Donc intégrer ces éléments extra-financiers notamment, qui vont permettre aussi de développer une résilience. Donc sur la conférence ce matin, ça a été rappelé aussi de dire s'il y a un gros crash, une grosse crise, si vous avez la qualité du lien avec vos parties prenantes,
va être vraiment importante, et ça permet de la résilience économique. Et puis, puisqu'on est encore dans le temps des précurseurs, les gens qui arrivent sur le marché avec des approches comme cela ont encore un avantage différenciant assez intéressant à valoriser. Comment on s'y prend pour mettre ça en place? L'économie de la fonctionnalité et de la coopération, je vous disais, en France, on a une quinzaine d'années de recul maintenant, et il y a certaines étapes méthodologiques, il y a certains questionnements par lesquels on va vous amener à passer, qui vont permettre de mettre ça en place. Alors, par facilité, je le présente ici en mode un petit peu linéaire. En réalité, tout est lié. Donc c'est plutôt, voyez-le plutôt comme quelque chose d'holistique. Donc on va plutôt poser les questions dans ce sens-là, mais au bout d'un moment, on ne peut pas coopérer sans être en lien avec la raison d'être. On ne peut pas imaginer une nouvelle contractualisation sans avoir vu au préalable les limites de son modèle actuel. En fait, tout est complètement lié, quoi. Et c'est ça qui est chouette, et c'est ça qui donne du sens aussi aux équipes qui s'engagent sur ces projets-là. Et ces différentes étapes, on va les travailler en interne avec des petites équipes projets. Ça, c'est pour dire qu'il est l'heure, donc je termine. Avec des petites équipes projets, avec un écosystème. Donc voilà, on joue ce rôle de facilitateur pour réunir les parties prenantes et réfléchir autrement, comme je le disais, non plus à des produits ni à des services, mais à des enjeux. Et là, souvent, il y a vraiment des belles choses qui se révèlent. Et puis la coopération entre pairs, elle est aussi importante. Donc régulièrement, sur les différents territoires, on réunit les entreprises qui sont dans ces logiques-là pour les faire travailler et réfléchir ensemble. En 5 clés, et ensuite il y aura des questions, je serai à votre disposition pour les questions. Ce qui va être important, c'est pour aller faire des modèles économiques plus durables, ça va être de questionner son modèle avec un nouveau référentiel. On le sait bien, les mêmes ingrédients et les mêmes recettes donnent toujours les mêmes gâteaux. Donc là, si on veut un gâteau un peu différent, on va mettre des ingrédients différents dans notre questiologie. Donc on va regarder avec d'autres lunettes son entreprise et son modèle économique. Ensuite, on va s'ouvrir à la coopération dans un écosystème élargi. Donc ça paraît facile à dire, mais souvent, il y a une petite appréhension. Donc des fois, on aide un peu à ça. Et on expérimente. Faut être ambitieux dans la disruption, mais il faut être très souple, agile, simple dans la mise en œuvre, dans l'expérimentation. Très vite, il faut jouer avec, il faut faire. Il faut apprendre en faisant, en fait. Et puis, alors va émerger des nouveaux gisements de richesse, de la valeur environnementale, sociale, mais aussi monétaire. Et cette valeur monétaire, en point 5, on va regarder comment on l'a répartie intelligemment parmi les acteurs qui ont contribué à générer, à créer cette richesse. Okay. Écoutez, moi j'ai fait le tour. J'espère qu'il y a plein de questions. Et puis on va pouvoir partager et continuer l'échange ensemble.